La nouvelle Les lunettes d'Edgar Allan Poe est extrait du recueil « Ne pariez jamais votre tête au diable et autres contes ». On peut dire de ce texte qui n'a pas été traduit comme la majorité des autres contes par Baudelaire, mais cela n'enlève en rien l'intérêt que j'ai porté à cette nouvelle parce que je me suis énormément amusée à la lire grâce au burlesque mais aussi à l'horreur de la situation. Il y a bien des années, il était à la mode de ridiculiser le coup de foudre. Mais les penseurs, non moins que les sensibles, ont toujours plaidé en faveur de son existence. En fait, les découvertes modernes dans le domaine de ce qu'on peut appeler le magnétisme éthique ou la magnéto-esthétique rendent vraisemblable que les affections humaines les plus naturelles et par conséquent les plus vraies et les plus intenses sont celles qui surgissent dans le cœur comme par sympathie électrique. En un mot, que les liens psychiques les plus éclatants et les plus durables sont ceux que soude un seul regard. La confession que je m'apprête à faire apportera un cas supplémentaire aux preuves déjà presque innombrables de la véracité de cette assertion. Mon histoire exige que je sois quelque peu minutieux. Je suis encore un très jeune homme, j'ai à peine 22 ans. Mon nom, actuellement, est un nom très courant et plutôt plébéien, Simpson. Je dis actuellement, car je ne me nomme ainsi que depuis peu, depuis que j'ai, l'an dernier, adopté légalement ce nom de famille afin de toucher un important héritage qui m'avait été laissé par un parent éloigné, M. Adolphe Simpson. Le legs était subordonné à l'adoption du nom du testateur. Le nom de famille, pas le prénom. Mon prénom est Napoléon Bonaparte. Ou plus exactement, ce sont mes premières et secondes dénominations. J'eus quelque hésitation à prendre le nom de Simpson, car je tirais de mon véritable patronyme, Froissart, une fierté très légitime, croyant pouvoir le faire descendre de l'immortel auteur des chroniques. À propos, puisque j'aborde le sujet des noms, je puis mentionner une curieuse coïncidence de son dans le nom de quelques-uns de mes ancêtres immédiats. Mon père était un monsieur Froissart de Paris. Sa femme, ma mère qui l'épousa à 15 ans, était une demoiselle Croissart, la fille aînée du banquier Croissart, dont la femme, qui à nouveau n'avait que 16 ans lorsqu'elle se maria, était la fille aînée d'un certain Victor Voissart. Monsieur Voissart, très curieusement, avait épousé une dame d'un nom similaire, une demoiselle Moissart. Elle était elle-même encore presque une enfant quand elle s'était mariée. Et sa mère aussi, madame Moissart, n'avait que 14 ans quand elle avait été conduite à l'autel. Les mariages précoces sont courants en France. Mais on a là Moissart, Voissart, Croissart et Froissart, tous en ligne directe. Mon propre nom, pourtant, comme je l'ai dit, devint Simpson, par acte légal et avec tant de résistance de ma part qu'à une certaine époque, j'hésitais vraiment à accepter le legs du fait de la clause inutile et ennuyeuse qui y était attachée. Pour ce qu'il en est des avantages personnels, je n'en suis en aucune façon dépourvu. Au contraire, je pense que je suis bien fait et que je possède ce que les 9/10 des gens appellent un beau visage. Je mesure 5 pieds 11 pouces, mes cheveux sont noirs et frisés, mon nez est assez régulier, mes yeux sont grands et gris, et bien qu'en fait ils soient d'une faiblesse fort gênante, on ne peut pourtant, en les voyant, leur soupçonner aucun défaut de cet ordre. Cette faiblesse elle-même m'a cependant toujours beaucoup ennuyée, et j'ai essayé tous les remèdes, sauf le port de lunettes. Étant jeune et beau, évidemment, je les déteste, et j'ai absolument refusé d'en porter. Je ne connais vraiment rien qui défigure autant le visage d'une personne jeune ou qui marque autant chaque trait d'un air de gravité, voire de cagoterie ou de grand âge. D'un autre côté, le monocle a nettement un air de fatuité et d'affectation. Je me suis donc arrangé jusqu'à présent autant que j'ai pu pour me passer des unes et de l'autre. Mais assez de ces détails purement personnels qui, après tout, n'ont que peu d'importance.
Je me contenterai d'ajouter que je suis d'un tempérament sanguin, impétueux, ardent, enthousiaste, et que toute ma vie j'ai été un admirateur fervent des femmes. Un soir, l'hiver dernier, je pénétrai dans une loge du théâtre P en compagnie d'un ami, M. Talbot. C'était une soirée d'opéra et le programme proposait une attraction si exceptionnelle que la salle était tout à fait comble. Nous arrivâmes à temps, cependant, pour obtenir les fauteuils de devant qui nous avaient été réservés et vers lesquels, avec quelques petites difficultés, nous nous frayâmes un chemin en jouant des coudes. Pendant 2 heures, mon compagnon, qui était un fanatico de musique, consacra toute son attention à la scène. Et pendant ce temps, je m'amusais à observer le public, composé pour sa plus grande partie de l'élite même de la ville. Me sentant satisfait sur ce point, j'allais tourner mon regard vers la prima donna lorsqu'il fut arrêté et même capté par une silhouette présente dans l'une des loges privées qui avait échappé à mon observation. Vivrai-je 1000 ans que je ne pourrai jamais oublier l'émotion intense avec laquelle je découvris cette silhouette. C'était celle d'une femme, la plus exquise que j'ai jamais vue. Le visage était tourné vers la scène de façon telle que, pendant quelques minutes, je ne pus le voir. Mais la forme était divine. Nul autre mot ne peut suffire à exprimer ces magnifiques proportions. Et même le mot divine semble ridiculeusement faible quand je l'écris. La magie d'une belle forme chez la femme, la sorcellerie de la grâce féminine a toujours eu un pouvoir auquel il m'était impossible de résister. Mais là se trouvait la grâce personnifiée, incarnée, le beau idéal de mes visions les plus folles et les plus enthousiastes. La silhouette que la disposition de la loge permettait de voir presque entièrement était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne et approchait presque, mais pas tout à fait, du majestueux. Sa parfaite plénitude et sa tournure étaient délicieuses. La tête, dont la nuque seule était visible, rivalisait par son contour avec celle de la psyché grecque, et elle était plutôt mise en valeur que cachée par une élégante coiffe de gaze aérienne qui me fit penser au Ventum Textilem d'Apulée. Le bras droit était posé sur la balustrade de la loge et son exquise proportion faisait tressaillir chaque nerf de mon corps. La partie supérieure était drapée dans une de ces manches amples et ouvertes à la mode actuellement. Elle descendait à peine plus bas que le coude. En dessous était portée une autre manche de quelque tissu léger, moulant et terminée par une manchette de dentelle précieuse qui retombait gracieusement sur le haut de la main, ne montrant que les doigts délicats à l'un desquels brillait un anneau de diamant qui, je le vis aussitôt, était d'une valeur extraordinaire. L'admirable rondeur du poignet était fort bien soulignée par un bracelet qui l'encerclait et qui, lui aussi, était orné et agrafé par une magnifique aigrette de pierreries, révélant sans qu'aucun doute ne soit permis à la fois la richesse et le goût délicat de celle qui le portait. Je contemplais cette apparition royale pendant au moins une demi-heure, comme si j'avais soudain été changé en pierre. Et pendant ce temps, je ressentis toute la force, toute la vérité de tout ce qui avait été dit ou chanté sur le coup de foudre. Mes sentiments étaient totalement différents de tous ceux que j'avais jusqu'alors éprouvés, même en présence des plus célèbres modèles de beauté féminine. Une sympathie d'âme à âme, inexplicable et que je suis bien obligée de croire magnétique, semblait river non seulement mon regard, mais toutes mes capacités de pensée et de sentiment sur l'admirable objet que j'avais devant moi. Je voyais, je sentais, je savais que j'étais profondément, follement, irrévocablement amoureux, et ceci même avant d'avoir vu le visage de la personne aimée. Si intense en vérité était la passion qui me consumait, que je croyais vraiment qu'elle n'en aurait été que fort peu diminuée si les traits encore inconnus s'étaient révélés d'un caractère plutôt ordinaire. Tant est anormale la nature d'un seul véritable amour, du coup de foudre, et tant elle dépend peu des conditions extérieures qui semblent seulement le créer et le contrôler.
Tandis que j'étais ainsi plongé dans l'admiration de cette adorable vision, un désordre soudain dans l'assistance lui fit tourner la tête en partie vers moi, de telle sorte que je découvris totalement son profil. Sa beauté dépassa même mon attente, et cependant il y avait en lui quelque chose qui me déçut, sans que je fusse capable de dire exactement ce que c'était. J'ai dit « déçu », mais ce n'est pas tout à fait le mot. Mes sentiments furent à la fois calmés et exalté. Il participait moins du transport et bien plus du calme enthousiasme, de la quiétude enthousiaste. Cet état de mes sentiments naquit peut-être de l'air de Madone ou de l'air maternel du visage, et pourtant je compris aussitôt qu'il n'avait pu naître entièrement de cela. Il y avait quelque chose d'autre, quelque mystère que je ne pouvais élucider, quelque expression dans le visage qui me perturbait légèrement tout en amplifiant grandement mon intérêt. En fait, j'étais précisément dans cet état d'esprit qui prépare un jeune homme sensible à toutes les extravagances. Si la dame avait été seule, j'aurais sans aucun doute pénétré dans sa loge et pris le risque de l'aborder. Mais heureusement, elle était accompagnée de 2 personnes, un monsieur et une dame d'une beauté frappante, selon toutes les apparences de quelques années plus jeune qu'elle. Je remuais dans ma tête 1000 plans pour parvenir par la suite à être présenté à l'aînée des 2 dames, ou, pour le moment, à avoir en tout cas une vue plus nette de sa beauté. J'aurais voulu trouver une place plus proche de la sienne, mais la cohue du théâtre rendait cela impossible, et les sévères décrets de la mode avaient depuis peu impérativement banni l'usage des jumelles. Dans une telle circonstance, même si j'avais eu assez de chance pour en avoir sur moi, mais je n'en avais pas, et je me trouvais ainsi au désespoir. Je pensais enfin m'adresser à mon compagnon. « Talbot, dis-je, vous avez des jumelles? Prêtez-les-moi. »« Des jumelles? Non. Que croyez-vous donc que je ferais avec des jumelles ?» Et il se détourna vers la scène avec impatience. « Mais Talbot, continuai-je en le tirant par l'épaule, écoutez-moi, voulez-vous? Voyez-vous la loge, là? Non, celle d'après. Avez-vous jamais vu une femme aussi jolie? »« Elle est très belle, sans aucun doute, dit-il. Je me demande qui elle peut être. »« Mais, au nom de tout ce qui est angélique, ne savez-vous pas qui elle est? Ne pas la reconnaître prouve que vous êtes vous-même inconnu. C'est la célèbre Madame Lalande, la beauté du jour par excellence, et le sujet de conversation de toute la ville. Immensément riche aussi, veuve et un parti formidable. Vient juste d'arriver de Paris. Vous la connaissez? Bon oui, j'ai cet honneur. Voulez-vous me présenter? Assurément, avec le plus grand plaisir. Quand donc? Demain à 1h, je viendrai vous prendre chez B. Très bien. Et maintenant, tenez votre langue, si vous le pouvez. Sur ce point, je fus forcé de suivre le conseil de Talbot, car il resta obstinément sourd à toute autre question ou suggestion et se consacra exclusivement pendant tout le reste de la soirée à ce qui se passait sur la scène. Pendant ce temps, je gardais les yeux fixés sur Madame Lalande, et j'eus à la longue la chance de voir son visage de face. Elle était d'une beauté exquise. Ceci, bien sûr, mon cœur me l'avait déjà dit, même si Talbot ne m'avait pas pleinement satisfait sur ce point. Et pourtant, l'incompréhensible petit quelque chose me troublait encore. Je finis par conclure que mes sens étaient impressionnés par un certain air de gravité, de tristesse ou encore plus précisément de lassitude, qui notait quelque chose à la jeunesse et à la fraîcheur du visage que pour lui ajouter une tendresse et une majesté séraphiques, et ainsi bien sûr du fait de mon tempérament enthousiaste et romantique, un intérêt décuplé. Tandis que je régalais ainsi mes yeux, je perçus enfin, à mon grand émoi, à un mouvement presque imperceptible de la dame, qu'elle venait soudain de se rendre compte de l'intensité de mon regard. Pourtant, j'étais absolument fasciné et je ne pus m'en détacher même un instant. Elle tourna la tête et à nouveau je ne vis plus que le contour ciselé de sa nuque. Après quelques minutes, comme poussée par la curiosité de voir si je regardais encore, elle fit progressivement pivoter sa tête et à nouveau rencontra mon regard brûlant.
Ses grands yeux sombres se baissèrent aussitôt et une vive rougeur envahit ses joues. Mais quel ne fut pas mon étonnement de découvrir que non seulement elle ne se détournait pas pour la seconde fois, mais qu'elle tirait même de sa ceinture un face-à-main, qu'elle le levait, qu'elle l'ajustait et qu'elle me fixait attentivement et délibérément l'espace de plusieurs minutes. Si la foudre était tombée à mes pieds, je n'aurais pu être plus profondément étonnée. Étonnée seulement, pas le moins du monde, choquée ni dégoûtée, bien qu'un acte aussi osé chez toute autre femme eût probablement choqué ou dégoûté. Mais tout cela fut fait avec tant de tranquillité, tant de nonchalance, tant de sérénité, enfin bref, avec un air si évident de la plus haute éducation qu'on n'en ressentait pas la moindre effronterie, et que mes seuls sentiments furent d'admiration et de surprise. Je remarquai que, lorsqu'elle leva pour la première fois son face-à-main, elle sembla se contenter d'un examen rapide de ma personne, et elle éloignait l'instrument lorsque, comme si elle était frappée par une autre idée, elle reprit et continua ainsi à me regarder avec une attention soutenue durant plusieurs minutes. Oh, durant 5 minutes au moins, j'en suis sûre. Ce geste, si remarquable dans un théâtre américain, attira l'attention générale et déclencha parmi l'assistance un mouvement indéfini, un murmure, qui pendant un instant m'emplit de confusion, mais ne produisit pas d'effet visible sur le visage de madame Lalande. Ayant satisfait sa curiosité, si c'était cela, elle lâcha son face-à-main et reporta tranquillement son attention vers la scène. Elle me montrait maintenant son profil comme auparavant. Je continuais à la regarder avec insistance, quoique je fusse pleinement conscient de ma grossièreté en faisant cela. Je vis bientôt sa tête changer lentement et légèrement de position. Et je fus vite convaincu que la dame, tout en faisant semblant de regarder la scène, était en train de me regarder moi-même attentivement. Il est inutile de dire quel effet cette conduite de la part d'une femme aussi fascinante eut sur mon esprit émotif. M'ayant ainsi examiné pendant peut-être un quart d'heure, le bel objet de ma passion s'adressa au monsieur qui l'accompagnait, et pendant qu'elle lui parlait, je vis distinctement, au regard de l'un et de l'autre, que la conversation se rapportait à moi. Ayant terminé, madame Lalande se tourna de nouveau vers la scène et pendant quelques minutes sembla s'absorber dans le spectacle. À la fin de ce délai, cependant, je fus plongé dans une agitation extrême en la voyant déplier pour la seconde fois le face-à-main qui pendait à son côté, me faire face complètement comme auparavant et sans souci du murmure renouvelé de l'assistance, me scruter de la tête aux pieds avec le même sang-froid miraculeux qui avait déjà tant ravi et confondu mon âme. Ah, ce comportement extraordinaire, en me jetant dans une totale excitation fébrile, dans un absolu délire d'amour, contribua plutôt à m'enhardir qu'à me déconcerter. Dans la folle ardeur de ma dévotion, j'oubliais tout, sauf la présence et la majestueuse beauté de la vision qui s'offrait à mes regards. Saisissant ma chance, alors que je pensais que l'assistance était complètement prise par l'opéra, je finis par rencontrer le regard de madame Lalande et au même moment, je lui fis un léger mais indiscutable salut. Elle rougit très violemment, puis détourna les yeux. Plus lentement et précautionneusement, elle regarda autour d'elle, apparemment pour voir si on avait remarqué mon geste téméraire, puis se pencha vers le monsieur qui était assis à côté d'elle. J'eus alors le sentiment cuisant de l'impolitesse que j'avais commise, et je n'attendis rien de moins qu'un immédiat scandale. À ce moment, l'image de pistolet pour le lendemain passa rapidement et désagréablement dans mon cerveau. Je fus cependant très vivement soulagé lorsque je vis la dame seulement tendre au monsieur un programme, sans rien dire. Mais le lecteur ne pourra se former qu'une faible idée de mon étonnement, de ma profonde stupéfaction, de la délirante confusion de mon cœur et de mon âme.
quand immédiatement après, ayant à nouveau regardé furtivement autour d'elle, elle laissa ses yeux brillants se poser pleinement et fermement sur les miens, et puis, avec un léger sourire qui découvrit une brillante rangée de ses dents de perles, elle fit de la tête 2 signes affirmatifs, distincts, marqués et sans équivoque. Il est inutile, bien sûr, de m'étendre sur ma joie, sur mon transport, sur l'extase illimitée de mon cœur. Si jamais homme devint fou par amour de bonheur, ce fut bien moi cet instant. J'aimais. C'était mon premier amour. C'est ainsi que je le sentais. C'était l'amour suprême, indescriptible. C'était le coup de foudre. Et de même, sur un coup de foudre, il avait été accepté et rendu. Oui, rendu. Comment et pourquoi en aurais-je douté un seul instant? Quelle autre interprétation aurais-je pu donner à une telle conduite de la part d'une dame si belle, si riche, de toute évidence aussi accomplie, d'aussi grande éducation, d'une position aussi élevée dans la société, à tous égards aussi totalement respectable, comme je le devinais qu'était Madame Lalande? Oui, elle m'aimait. Elle me renvoyait l'exaltation de mon amour avec une exaltation aussi aveugle, aussi intransigeante, aussi désintéressée, aussi abandonnée, aussi complètement illimitée que la mienne. Cependant, ces rêves délicieux et ces réflexions furent à ce moment-là interrompus par la chute du rideau. Les spectateurs se levèrent et le tumulte habituel survint immédiatement. Quittant brusquement Talbot, je fis tous mes efforts pour me frayer un chemin qui m'aurait rapproché de Madame Lalande. N'ayant pu le faire, à cause de la foule, je finis par abandonner la poursuite et par prendre le chemin de mon domicile, me consolant de la déception de n'avoir pas été même capable d'effleurer le bord de sa robe par la réflexion que je serais présenté par Talbot selon les formes dès le lendemain. Ce lendemain vint enfin, c'est-à-dire que le jour finit par poindre après une longue et fatigante nuit d'impatience. Et puis les heures, jusqu'à 1 heure, se traînèrent comme des escargots mornes et innombrables. Mais même Stamboul, dit-on, aura une fin, et le terme de ce long délai arriva. L'horloge sonna. Comme s'éteignait son dernier écho, j'entrai chez B et demandai Talbot. « Sorti » dit le valet de pied, le propre valet de Talbot. « Sorti » répliquai-je, et je reculai d'une 12aine de pas en chancelant. Permettez-moi de vous dire, mon beau monsieur, que cette chose est absolument impossible et infaisable. Monsieur Talbot n'est pas sorti. Que voulez-vous dire? Rien, monsieur. Seulement que monsieur Talbot n'est pas là, c'est tout. Il est parti à cheval pour S, immédiatement après le petit déjeuner, et m'a chargé de dire qu'il ne serait pas de retour en ville avant 1 semaine. Je restais pétrifié d'horreur et de rage. J'essayai de répondre, mais ma langue refusa de fonctionner. À la fin, je tournai les talons, livide de colère, et vouant moi-même toute la tribu des Talbot aux plus profondes régions de l'Érèbe. Il était évident que mon ami attentionné, il fanatico, avait complètement oublié son rendez-vous avec moi, qu'il l'avait oublié aussitôt qu'il l'avait donné. Il n'avait jamais été un homme de parole très scrupuleux. Il n'y avait aucun recours. Aussi, réfrénant ma contrariété autant que je le pouvais, je remontais tristement la rue, posant de vaines questions à propos de Madame Lalande à toutes les connaissances que je rencontrais. Par ouï dire, je découvris que tous la connaissaient, et beaucoup de vues, mais elle n'était en ville que depuis quelques semaines, et il y avait donc peu de gens qui pussent prétendre la connaître personnellement. Ces rares personnes, lui étant encore relativement étrangères, ne pouvaient ou ne voulaient pas prendre la liberté de m'introduire selon l'usage lors d'une visite matinale. Tandis que j'étais là, en plein désespoir, conversant avec un trio d'amis sur l'objet qui obsédait mon cœur, il advint que l'objet lui-même passa. « Sur ma vie, la voilà !» s'écria l'un d'eux. « Surprenante beauté !» s'exclama un second. « Un ange sur la terre !» lança le troisième. Je regardais, et dans une voiture découverte qui s'approchait de nous, en descendant lentement la rue, était assise la vision enchanteresse de l'opéra, accompagnée par la dame plus jeune qui avait occupé une place de sa loge.
Sa compagne, elle aussi, est bien conservée, dit celui du trio qui avait parlé le premier. Étonnamment, dit le second. Encore un air éclatant, mais là, au fait des merveilles. Ma parole, elle semble encore mieux qu'à Paris, il y a 5 ans. Encore une belle femme. Ne pensez-vous pas, Froissart Simpson, je veux dire. Encore, dis-je, et pourquoi ne le serait-elle pas? Mais, comparée à son amie, elle est une chandelle à côté d'une étoile, un ver luisant à côté d'Antares. Eh bien, Simpson, vous avez le don étonnant de faire des découvertes originales, je veux dire. Et sur ces mots, nous nous séparâmes, tandis que l'un des trois commençait à chantonner un gai vaudeville dont je ne saisis que ces vers. Nino, 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 abba, abba, nino de l'enclos. Pendant cette petite scène, cependant, une chose avait grandement contribué à me consoler, bien qu'elle amplifiât encore la passion qui me consumait. Comme la voiture de Madame Lalande roulait devant notre groupe, j'avais remarqué qu'elle m'avait reconnu. Et plus encore, elle m'avait béni du plus séraphique sourire qu'on puisse imaginer, signe sans équivoque qu'elle me reconnaissait. Quant à une présentation, j'étais obligé d'en abandonner tout espoir, jusqu'au moment où Talbot jugerait bon de revenir de la campagne. Entre-temps, je fréquentais avec assiduité tous les lieux d'amusement public réputés. Et enfin, dans le théâtre où je l'avais vue pour la première fois, j'eus le suprême bonheur de la rencontrer et d'échanger à nouveau des regards avec elle. Cela ne se produisit cependant pas avant une quinzaine de jours. Chaque jour, dans l'intervalle, je m'étais enquis de Talbot à son hôtel, et chaque jour, le sempiternel, pas encore rentré, de son valet, m'avait jeté dans une crise de colère. Le soir en question, donc, je me trouvais dans un état tout proche de la folie. Madame Lalande, m'avait-on dit, était une Parisienne. Elle était arrivée récemment de Paris. Ne risquait-elle pas d'y retourner soudainement, d'y retourner avant que Talbot ne revienne? Et ne risquait-elle donc pas d'être perdue pour moi à tout jamais? Cette pensée était trop terrible à supporter. Puisque mon bonheur futur était en jeu, je résolus d'agir avec une détermination virile. En un mot, à la fin de la représentation, je suivis la dame jusqu'à sa résidence, notai l'adresse et le matin suivant, lui envoyai une lettre longue et circonstanciée dans laquelle je déversai tout mon cœur. Je parlais hardiment, librement, en un mot, je parlais avec passion. Je ne cachai rien, pas même ma faiblesse. Je fis allusion aux circonstances romanesques de notre première rencontre et même au regard que nous avions échangé. J'allais jusqu'à dire que je me sentais sûr de son amour, tout en présentant cette certitude et l'intensité de ma propre dévotion comme autant d'excuses à une conduite qui autrement aurait été impardonnable. En troisième lieu, je parlais de ma crainte qu'elle pût quitter la ville avant que j'eusse l'occasion de lui être présentée selon les règles. Je conclus l'épître la plus follement enthousiaste jamais écrite par un exposé sincère de ma situation matérielle, de ma richesse, et par l'offre de mon cœur et de ma main. Dans l'angoisse, j'attendis la réponse. Après ce qui me parut l'espace d'un siècle, elle arriva. Oui, elle arriva vraiment. Aussi romanesque que cela puisse paraître, je reçus vraiment une lettre de Madame Lalande. La belle, la riche, l'idolâtrée Madame Lalande. Ses yeux, ses yeux magnifiques, n'avaient pas trahi son noble cœur. En vraie Française qu'elle était, elle avait obéi aux ordres directs de sa raison, aux impulsions généreuses de sa nature, méprisant les pruderies conventionnelles du monde. Elle n'avait pas rejeté mes propositions, elle ne s'était pas retranchée dans le silence, elle n'avait pas retourné ma lettre sans l'ouvrir. Elle m'en avait même, en réponse, envoyé une calligraphiée de ses doigts exquis. Elle disait ceci. Monsieur Simpson me pardonnera de ne pas maîtriser la belle langue de son pays aussi bien que je le voudrais. Je ne suis arrivé que de fraîche date et n'ai pas encore eu l'opportunité de l'étudier. Après cette excuse, pour la manière, je dirais cependant, hélas, que ce que monsieur Simpson a deviné n'est que trop vrai. Est-il besoin d'en dire plus? Hélas, ne suis-je pas prête à en dire trop? Eugénie Lalande.
Je l'embrassai 1 million de fois, ce billet aux nobles sentiments, et je fis, à cause de lui, 1 millier d'autres extravagances qui ont maintenant échappé à ma mémoire. Et Talbot ne voulait toujours pas rentrer. Hélas, s'il s'était seulement fait la plus vague idée du supplice que son absence avait causé à son ami, sa nature compatissante n'aurait-elle pas immédiatement volé à mon secours? Cependant, il ne revenait toujours pas. J'écrivis. Il répondit. Il était retenu par une affaire urgente, mais reviendrait bientôt. Il me demandait de ne pas être impatient, de modérer mes transports, de lire des livres apaisants, de ne rien boire de plus fort que du hoc et d'appeler à mon aide les consolations de la philosophie. L'idiot! S'il ne pouvait venir lui-même, pourquoi, au nom même de la raison, ne m'avait-il pas joint une lettre de recommandation? Je lui écrivis à nouveau, le suppliant de m'en envoyer une aussitôt. Ma lettre me fut renvoyée par ce valet avec la note suivante au crayon. La canaille était allée retrouver son maître à la campagne. A quitté S hier pour une destination inconnue, n'a pas dit où ni quand il reviendrait, et donc pensez qu'il valait mieux vous retourner lettre, reconnaissant votre écriture et sachant combien vous êtes toujours plus ou moins pressé. Votre dévoué Stubbs. Après cela, il est inutile de dire que je vouai aux divinités infernales le maître comme le valet. Mais la colère ne servait pas à grand-chose et les lamentations n'apportaient aucune consolation. Mais, du fait de ma hardiesse naturelle, j'avais encore une ressource. Jusque-là, elle m'avait bien servi, et je décidai alors de la laisser me profiter jusqu'au bout. D'ailleurs, après la correspondance qui avait été échangée entre nous, quel acte de pure inconvenance aurais-je pu commettre, dans les limites tolérées, qui puisse être considéré comme malséant par Madame Lalande? Depuis l'affaire de la lettre, j'avais pris l'habitude d'épier sa maison, et j'avais ainsi découvert que, vers le crépuscule, elle avait l'habitude de se promener, accompagnée seulement d'un nègre en livrée, dans un jardin public sur lequel donnaient ses fenêtres. Là, parmi les bosquets luxuriants et ombrageux, dans la pénombre grise d'une douce soirée d'été, je saisis l'occasion et je l'abordai. Pour mieux tromper le serviteur qui l'accompagnait, je le fis avec l'air assuré d'une vieille et familière relation. Avec une présence d'esprit vraiment parisienne, elle saisit aussitôt l'occasion et, pour me saluer, me tendit la plus ensorcelante petite main. Le valet s'effaça immédiatement, et alors, le cœur débordant, nous nous parlâmes longuement et sans réserve de notre amour. Comme Madame Lalande parlait anglais encore moins couramment qu'elle ne l'écrivait, notre conversation était nécessairement menée en français. Dans cette langue suave, tellement adaptée à la passion, je donnais libre cours à l'enthousiasme impétueux de ma nature, et avec toute l'éloquence dont je pouvais disposer, je la suppliai de consentir à un mariage immédiat. Devant cette impatience, elle sourit. Elle allégua la vieille histoire de la convenance, cet épouvantail qui détourne tant de gens du bonheur jusqu'à ce que l'occasion du bonheur soit à tout jamais passée. J'avais fort imprudemment fait savoir à mes amis, me fit-elle remarquer, que je désirais faire sa connaissance, donc que je ne la connaissais pas, et donc encore il n'était pas possible de cacher la date de notre première rencontre. Et puis elle fit allusion en rougissant à la date extrêmement récente de cette rencontre. Se marier immédiatement serait inconvenant, serait de mauvais goût, serait outré. Tout cela, elle le dit avec un charmant air de naïveté qui me ravit et en même temps me chagrina et me convainquit. Elle alla même jusqu'à m'accuser, en riant, de témérité, d'imprudence. Elle me dit de me rappeler que je ne savais même pas vraiment qui elle était, quelles étaient ses perspectives, ses relations, sa situation sociale. Elle me pria, mais dans un soupir, de reconsidérer mon offre, et traita mon amour d'engouement, de feu follet, de chimère ou de caprice du moment, une invention injustifiée, instable de l'imagination, plutôt que du cœur. Toutes ces choses, elle les dit tandis que les ombres du doux crépuscule s'allongeaient, de plus en plus sombres autour de nous, et puis,
D'une légère pression de sa main de fée, elle détruisit en un seul délicieux instant tout cet échafaudage d'arguments qu'elle avait édifié. Je répliquai du mieux que je pus, comme seul peut le faire un véritable amoureux. Je parlais longtemps et avec persévérance de ma dévotion, de ma passion, de son excessive beauté et de ma propre admiration enthousiaste. En conclusion, j'insistais, avec une énergie convaincante, sur les périls qui entourent le cours de l'amour, ce cours du véritable amour qui n'est jamais sans remous, et je montrais ainsi le danger manifeste qu'il y avait à rendre ce cours plus long que nécessaire. Ce dernier argument parut finalement adoucir la rigueur de sa détermination. Elle se laissa fléchir. « Mais il y avait encore un obstacle, dit-elle, auquel elle en était sûre, je n'avais pas prêté assez d'attention. C'était un point délicat, et plus particulièrement lorsque c'était une femme qui le soulevait. En l'abordant, elle voyait bien qu'elle devait faire le sacrifice de ses sentiments, mais pour moi, elle était prête à faire n'importe quel sacrifice. Elle faisait allusion à la question de l'âge. Me rendais-je pleinement compte de l'écart entre nous deux? Que l'âge du mari dépassât de quelques années, et même de 15 ou 20, l'âge de la femme, le monde trouvait cela admissible, et même convenable. Mais elle avait toujours eu la conviction que les années de la femme ne devaient jamais dépasser en nombre celles du mari. Un écart anormal de ce genre entraînait trop fréquemment, hélas, une existence malheureuse. Or, elle savait que mon âge ne dépassait pas les 22 ans. Et moi, à l'inverse, je ne me rendais peut-être pas compte que l'âge de mon Eugénie allait bien au-delà de ce nombre. Dans tout cela, il y avait une noblesse d'âme, une dignité dans la franchise qui me ravit, qui m'enchanta, qui riva mes chaînes pour l'éternité. Je pouvais à peine contenir l'extrême transport qui me possédait. « Ma délicieuse Eugénie !» m'écriai-je. « De quoi donc êtes-vous en train de me parler? Votre âge dépasse quelque peu le mien, et alors? Les coutumes de ce monde sont autant de sottises conventionnelles. Pour ceux qui s'aiment comme nous, en quoi une année diffère-t-elle d'une heure? J'ai 22 ans, dites-vous? D'accord, en vérité, vous pouvez aussi bien dire tout de suite 23. Quant à vous-même, ma très chère Eugénie, vous ne pouvez compter plus de... Là, je m'arrêtai un instant, attendant que Madame Lalande m'interrompît en me donnant son âge véritable. Mais une Française est rarement directe et a toujours, pour répondre à une question embarrassante, quelques répliques pratiques de son cru. Dans le cas présent, Eugénie, qui pendant quelques instants avait semblé chercher quelque chose dans son sein, finit par faire tomber dans l'herbe une miniature que je ramassai aussitôt et que je lui tendis. « Gardez-la !» dit-elle avec un de ses plus ravissants sourires. « Gardez-la pour l'amour de moi, ou pour l'amour de celle qu'elle représente trop flatteusement. Et puis, au dos de ce bijou, vous pourrez peut-être découvrir le renseignement même que vous semblez désirer. Bien sûr, à cette heure, il commence à faire plutôt sombre, mais vous pourrez l'examiner à loisir demain matin. En attendant, vous allez me raccompagner chez moi ce soir. Mes amis doivent donner une petite soirée musicale, et je peux vous promettre aussi du chant de qualité. Nous autres Français ne sommes pas aussi pointilleux que vous, Américains, et je n'aurai aucune difficulté à vous introduire en qualité de vieille amie. » Sur ces mots, elle prit mon bras et je l'accompagnai chez elle. La demeure était belle et je crois meublée avec bon goût. Sur ce point, cependant, je peux difficilement émettre un jugement, car il faisait tout juste nuit lorsque nous arrivâmes, et dans les meilleures maisons américaines, pendant la chaleur de l'été, les lumières font rarement leur apparition à ce moment-là, qui est le moment le plus agréable de la journée. 1 heure environ après mon arrivée, bien sûr, on alluma un unique lampadaire à abat-jour dans le salon principal. Et cette pièce, à ce que je pus voir ainsi, était arrangée avec un goût inhabituel et même avec splendeur. Mais les 2 autres pièces de l'appartement, dans lesquelles la compagnie se rassembla surtout, restèrent durant toute cette soirée dans une fort agréable pénombre.
C'est une habitude excellente qui offre au moins aux invités le choix entre la lumière et la pénombre. Une habitude que nos amis d'outre-Atlantique ne pourraient mieux faire que d'adopter immédiatement. La soirée ainsi passée fut indiscutablement la plus délicieuse de ma vie. Madame Lalande n'avait pas surestimé les talents musicaux de ses amis, et le chant que j'entendis là, je n'en ai jamais entendu de meilleur dans un salon privé hors de Vienne. Les instrumentistes étaient nombreux et d'un talent supérieur, les chanteurs étaient surtout des femmes, et toutes étaient bonnes. À la fin, après un appel péremptoire réclamant Madame Lalande, elle se leva tout de suite, sans affectation ni hésitation, de la chaise longue où elle était installée auprès de moi, et accompagnée d'un ou deux messieurs et de son ami de l'opéra, elle gagna le piano dans le grand salon. Je l'aurais bien accompagnée moi-même, mais je pensais qu'étant donné les circonstances de mon introduction dans la maison, il valait mieux que je reste où j'étais sans me faire remarquer. Je fus ainsi privé du plaisir de la voir chanter, mais non de celui de l'entendre. L'impression qu'elle produisit sur l'assistance sembla électrique, mais l'effet sur moi-même fut bien pire encore. Je ne sais comment le décrire correctement. Il provenait en partie sans doute du sentiment d'amour dont j'étais pénétré, mais surtout du fait que j'étais persuadé de l'extrême délicatesse de la chanteuse. Il est au-delà du pouvoir de l'art d'empreindre un air ou un récitatif d'une expression plus passionnée que ne l'était la sienne. Sa façon de chanter la romance d'Othello résonne encore dans ma mémoire. Ses notes basses étaient absolument miraculeuses. Sa voix portait sur 3 octaves entières, s'étendant du ré du contre-alto au ré du soprano aigu, et, quoique assez puissante, pour remplir le San Carlo, exécuter avec la précision la plus minutieuse chaque difficulté de composition vocale. Oh, gamme montante et descendante, cadence ou fioretture. Dans la finale de la somnambule, elle produisit un effet des plus remarquables. Là, à la façon de la Malibran, elle modifia la phrase originale de Bellini afin de permettre à sa voix de descendre au sol de ténor. Puis, par une rapide transition, elle lança le contre-sol, sautant un intervalle de 2 octaves. Quittant le piano, après ces miracles d'exécution vocale, elle regagna son siège à mes côtés. Je lui exprimai alors, en termes du plus profond enthousiasme, la joie que j'avais ressentie devant son interprétation. De ma surprise, je ne dis rien. Et pourtant, j'étais très franchement surpris, car une certaine faiblesse, ou plutôt une certaine indécision tremblotante de sa voix dans la conversation ordinaire m'avait incité à croire que, dans le chant, elle ne ferait pas montre d'une habileté bien remarquable. Notre conversation fut alors longue, sérieuse, ininterrompue et totalement sans réserve. Elle me fit raconter de nombreux épisodes de ma vie passée et elle écouta en retenant son souffle chaque mot de mon récit. Je ne cachais rien. Je sentais que j'avais le droit de ne rien cacher à sa confiante affection. Encouragé par sa sincérité sur la délicate question de son âge, non seulement j'entrai avec une parfaite franchise dans le détail de mes nombreux petits défauts, mais encore je fis une confession complète de ses infirmités morales et même physiques, dont la révélation, qui exige un si haut degré de courage, n'est qu'une plus sûre preuve d'amour. J'évoquais mes péchés de collège, mes extravagances, mes beuveries, mes dettes, mes flirts. J'allais jusqu'à parler d'une légère toux hectique dont à un moment j'avais souffert, d'un rhumatisme chronique, d'une légère atteinte de goutte héréditaire, et pour conclure, de ce défaut de ma vue, désagréable et gênant, mais jusqu'à présent soigneusement caché. « Quant à ce dernier point, dit Madame Lalande en riant, vous avez sûrement eu tort de l'avouer, car sans cet aveu, je suis sûre que personne ne vous aurait accusé du crime. À propos, continua-t-elle, avez-vous le moindre souvenir,
Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'une rougeur, malgré la pénombre de la pièce, apparaissait distinctement sur sa joue. Avez-vous le moindre souvenir, mon cher ami, de cette petite aide oculaire qui pend à mon cou ? Tout en parlant, elle tournait entre ses doigts le même face à main qui m'avait tant rempli de confusion à l'opéra. « Oh, je m'en souviens fort bien, hélas !» m'exclamai-je en pressant passionnément la main délicate qui me tendait les lunettes à examiner. Elle constituait un bibelot compliqué et magnifique, richement ciselé et filigrané, tout scintillant de pierreries dont, malgré cette faible lumière, je ne pouvais manquer de voir qu'elles étaient de grande valeur. « Eh bien, mon ami, reprit-elle avec un certain empressement dans l'attitude qui me surprit plutôt, « eh bien, mon ami, vous m'avez ardemment prié de vous accorder une faveur qu'il vous a plu de qualifier d'inestimable. Vous m'avez demandé ma main pour demain, si je devais céder à vos prières, et puis-je ajouter aux prières de mon propre cœur, n'aurais-je pas le droit de vous demander en retour une très, très petite faveur ?»« Mais dites-la moi !» m'écriai-je, avec une énergie qui faillit attirer sur nous l'attention de l'assistance, dont la seule présence m'empêchait de me jeter impétueusement à ses pieds. « Oh, dites-la moi, mon adoré, mon Eugénie, mienne, dites-la ! Mais, hélas, elle est déjà accordée avant même d'être dite. »« Alors, mon ami, dit-elle, pour l'amour de l'Eugénie que vous aimez, vous vaincrez ce petit défaut que vous avez enfin avoué, ce défaut plus moral que physique, et qui, laissez-moi vous le dire, s'accorde si mal à la noblesse de votre véritable nature, coïncide si peu avec la franchise de votre caractère habituel, et qui, si vous le laissez plus longtemps vous dominer, vous entraînera sûrement, tôt ou tard, dans quelque très fâcheuse mésaventure. Vous vaincrez, par amour de moi, cette affectation qui vous pousse, comme vous le reconnaissez vous-même, à la dénégation tacite ou implicite de votre infirmité visuelle. Car cette infirmité, vous la niez virtuellement en refusant d'utiliser les moyens habituels de soulagement. Vous comprendrez donc que je veux que vous portiez des lunettes. Ah, chut! Vous avez déjà consenti à les porter pour l'amour de moi. Acceptez le petit objet que je tiens à la main et qui, quoiqu'admirable en tant qu'accessoire pour la vue, n'est pas vraiment de grande valeur en tant que bijou. Vous voyez, qu'en le transformant légèrement comme ceci ou comme cela, il peut être adapté pour les yeux sous forme de lunettes, ou porté dans la poche de gilet comme un monocle. C'est cependant sous sa première forme et en permanence que vous avez déjà consenti à le porter pour l'amour de moi. » Cette demande, dois-je le confesser, me surprit au plus haut point. Mais la condition à laquelle elle était assujettie rendait bien entendu toute hésitation hors de question. « Ah, c'est chose faite !» m'écriai-je avec tout l'enthousiasme que je pus rassembler sur le moment. « Ah, c'est chose faite! C'est accepté de grand cœur. Je sacrifierai toute vanité par amour de vous. » Ce soir, je porte ce cher face à main comme un monocle et sur mon cœur, mais dès l'aube de ce lendemain, qui m'apportera le plaisir de vous appeler ma femme, je le mettrai sur mon nez et le porterai toujours ainsi par la suite, de la manière moins romanesque, moins élégante, mais certainement plus pratique que vous désirez. Notre conversation porta alors sur les détails de nos préparatifs pour le lendemain. Talbot, je l'appris par ma fiancée, venait de rentrer en ville. Il me fallait le voir immédiatement et me procurer une voiture. La soirée se terminerait guère avant 2 heures et à ce moment-là, le véhicule devait être à la porte. Alors, dans la confusion provoquée par le départ de l'assistance, Madame L. pourrait aisément y monter sans être vue. Nous irions ensuite au domicile d'un pasteur qui nous attendrait, et là, nous nous marierions, abandonnerions Talbot et partirions pour un court voyage vers l'Est, laissant sur place le beau monde faire les commentaires qu'il voulait sur l'affaire. Ayant arrangé tout cela, je pris immédiatement congé et me mis en quête de Talbot. Mais, sur mon chemin, je ne pus m'empêcher d'entrer dans un hôtel afin d'examiner la miniature. Et ceci, je le fis grâce à l'aide puissante des lunettes. Le visage était d'une beauté surprenante. Ses grands yeux brillants, ce fier nez grec, ses boucles sombres et luxuriantes. Oh,
me dis-je, exultant, c'est vraiment l'image parlante de ma bien-aimée. Je le retournai et découvris les mots « Eugénie Lalande, à l'âge de 27 ans et 7 mois ». Je trouvai Talbot chez lui et me mis aussitôt à lui faire part de ma bonne fortune. Il montra un extrême étonnement, bien sûr, mais me félicita très cordialement et m'offrit toute l'aide qui était en son pouvoir. En un mot, nous menâmes notre programme à la lettre, et à 2 heures du matin, juste 10 minutes après la cérémonie, je me retrouvai dans une voiture fermée avec Madame Lalande, avec Mrs. Simpson, devrais-je dire, roulant à grande vitesse hors de la ville dans une direction nord-est-nord ou demi-nord. Comme nous devions rester debout toute la nuit, Talbot avait décidé pour nous que nous ferions notre première halte à C, un village situé à environ 20 milles de la ville, et que là, nous aurions un petit déjeuner matinal et quelques repos, avant de reprendre notre route. À 4 heures précises, donc, la voiture s'arrêta devant la porte de la principale auberge. J'aidai ma femme adorée à descendre et commandai aussitôt le petit déjeuner. En attendant, on nous fit pénétrer dans un petit salon et nous nous assîmes. Il faisait maintenant presque jour, sinon tout à fait, et tandis que je contemplais ravi l'ange qui se trouvait à mes côtés, il me vint tout à coup en tête l'idée singulière que c'était vraiment la toute première fois, depuis ma rencontre avec la célèbre beauté de Madame Lalande, que je pouvais me réjouir de voir de près cette beauté à la lumière du jour. « Et maintenant, mon ami, dit-elle en prenant ma main et en rompant ainsi le cours de ses réflexions, « et maintenant, mon cher ami, puisque nous sommes indissolublement unis, puisque j'ai cédé à vos sollicitations passionnées et rempli ma part de notre arrangement, je présume que vous n'avez pas oublié que vous aussi, vous avez une petite faveur à m'accorder, ma petite promesse que vous avez l'intention de tenir. Ah, voyons, que je me souvienne. Oui, je me remémore tout à fait aisément les mots précis de la chère promesse que vous avez faite à Eugénie la nuit dernière. Écoutez, vous avez dit ceci. « C'est chose faite, c'est accepté de grand cœur, je sacrifierai toute vanité par amour de vous. Ce soir, je porte ce cher face à main comme un monocle et sur mon cœur, mais dès l'aube de ce lendemain qui m'apportera le plaisir de vous appeler ma femme, je le mettrai sur mon nez et le porterai toujours ainsi par la suite, de la manière moins romanesque, moins élégante, mais certainement plus pratique que vous désirez. » C'étaient vos paroles exactes, mon mari adoré, n'est-ce pas ? En effet, dis-je, vous avez une excellente mémoire. Et assurément, ma belle Eugénie, je n'ai aucune intention de me soustraire à l'exécution de la promesse insignifiante qu'impliquent ces paroles. Tenez, regardez, elles me vont bien, plutôt bien, n'est-ce pas ? Et là, après avoir donné au verre la forme ordinaire de lunettes, je les plaçai délicatement dans la position appropriée. Tandis que Madame Simpson, ajustant son bonnet puis croisant les bras, s'asseyait droite sur son fauteuil, dans une position raide, guindée et qui, en vérité, manquait quelque peu de dignité. Bonté divine! M'écriai-je à l'instant même où la monture de ces lunettes fut posée sur mon nez. Ah, bonté divine! Oh, et bien que peuvent bien avoir ces verres! En les ôtant rapidement, je les essuyai soigneusement avec un mouchoir de soie, puis je les ajustai à nouveau. Mais si, au premier essai, il s'était produit quelque chose qui m'avait causé de la surprise, au second, cette surprise se mua en stupeur, et cette stupeur était profonde, était extrême. Je peux même dire qu'elle était horrifique. Au nom de tout ce qui est hideux, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Oh, pouvais-je en croire mes yeux? Le pouvais-je? Oh, c'était la question. Était-ce du rouge? Ou était-ce... Oh! Était-ce des rides sur le visage d'Eugénie Lalande? Oh, par Jupiter! Oh, et par chacun des dieux et des déesses, petits et grands, qu'étaient devenus ces dents? Oh!
Oh, je jetai violemment les lunettes par terre et me dressant d'un bond, je me tins droit au milieu de la pièce, faisant face à Mrs. Simpson, les poings aux hanches et grimaçant et écumant, mais en même temps absolument muet de terreur et de rage. Or, j'ai déjà dit que Madame Eugénie Lalande, c'est-à-dire Simpson, parlait la langue anglaise, mais à peine mieux qu'elle ne l'écrivait, et pour cette raison, comme il se doit, elle n'essayait jamais de la parler en temps ordinaire. Mais la colère peut porter une dame à n'importe quelle extrémité. Et dans le cas présent, elle porta Mrs. Simpson à cette très extraordinaire extrémité d'essayer de tenir une conversation dans une langue qu'elle ne comprenait pas très bien. « Eh bien, monsieur, dit-elle après m'avoir examiné quelques instants avec un grand étonnement apparent. « Eh bien, monsieur, eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a donc maintenant? Est-ce que vous avez la danse de Saint-Guy? Si je ne vous plais pas, pourquoi avoir acheté chat en poche? Misérable, dis-je, reprenant mon souffle, sale vieille sorcière! Sorcière? Vieille? Mais je ne suis pas si vieille après tout. Je n'ai pas dépassé d'un jour les 82 ans. 82, lançai-je, titubant vers le mur. 82 milliers de bas points. La miniature disait 27 ans et 7 mois. Bien sûr, c'est cela, très vrai, mais seulement le portrait a été fait il y a 55 ans. Lorsque j'ai épousé mon deuxième mari, Monsieur Lalande, à cette époque, j'ai fait faire ce portrait pour la fille que j'avais eue de mon premier mari, Monsieur Moissard. « Moissard » dis-je. « Oui, Moissard » dit-elle, imitant ma prononciation, qui, pour dire la vérité, n'était pas des meilleures. « Et alors, que savez-vous à propos de Moissard ?»« Rien, vieille horreur. Je ne sais rien du tout de lui, seulement que j'ai eu un ancêtre de ce nom, autrefois. »« Ce nom ? Mais qu'avez-vous à dire à propos de ce nom? C'est un nom excellent. De même Voissard, c'est aussi un nom excellent. Ma fille, mademoiselle Moissard, a épousé un monsieur Voissard, et ces noms sont très respectables, l'un et l'autre. « Moissard » m'écriai-je, « et Voissard, eh bien, que voulez-vous dire ?»« C'est ce que je veux dire. Je veux dire Moissard et Voissard, et quant à cela, je veux dire Croissard et Froissard aussi, si seulement je trouve bon de le dire. » La fille de ma fille, mademoiselle Voissard, a épousé un monsieur Croissard. Et puis à nouveau, la petite fille de ma fille, mademoiselle Croissard, a épousé un monsieur Froissard. Et je suppose que vous allez dire que ça, ce n'est pas un nom très respectable. Froissard, dis-je, près de m'évanouir. Voyons, vous ne voulez sûrement pas dire Moissard et Voissard et Croissard et Froissard. Si, répliqua-t-elle, se renversant complètement dans son fauteuil et déployant ses jambes de tout leur long. Si, Moissard et Voissard et Croissard et Froissard. Mais monsieur Froissard était un grand sot, comme vous dites. C'était un grand âne, comme vous-même, car il a quitté la belle France pour venir dans cette stupide Amérique, et lorsqu'il est arrivé ici, il a eu un fils vraiment très 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 stupide, d'après ce que j'en ai appris, quoique je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer, ni moi ni ma compagne, Madame Stéphanie Lalande. Son nom est Napoléon Bonaparte Froissard, et je suppose que vous allez dire que ça, non plus, ce n'est pas un nom très respectable. La longueur ou peut-être la nature de ce discours eut pour effet de déclencher chez Mrs. Simpson une crise vraiment très extraordinaire. Et comme elle l'achevait, avec beaucoup de difficulté, elle sauta de son fauteuil comme une possédée, laissant choir sur le sol, au moment où elle sautait, tout un lot de tournures. Une fois sur ses pieds, elle grinça des gencives, allongea les bras, remonta ses manches, me menaça du poing le visage et conclut la scène en arrachant le bonnet de sa tête et avec lui une immense perruque composée de magnifiques cheveux noirs de la plus grande valeur, jetant tout l'ensemble sur le sol en hurlant, et là, elle le piétina et dansa dessus un fandango au paroxysme absolu du délire et de la rage. Entre-temps, je m'étais laissé tomber, accablé dans le fauteuil qu'elle venait de quitter.
Moi ça et vois ça, répétai-je pensivement tandis qu'elle effectuait une de ses ailes de pigeon, et croissard et froissard tandis qu'elle en faisait une autre, moissard et voissard et croissard et Napoléon Bonaparte froissard. Eh bien, ineffable vieux serpent, c'est moi, ça, c'est moi, entends-tu, c'est moi. Et là, je me mis à hurler à tue-tête, c'est moi, je suis Napoléon Bonaparte froissard, et si je n'ai pas épousé mon arrière-arrière-grand-mère, que je sois à tout jamais damné. Madame Eugénie Lalande, quasi Simpson, anciennement Moissard, était tout simplement mon arrière-arrière-grand-mère. Dans sa jeunesse, elle avait été belle, et même à 82 ans, elle gardait la taille majestueuse, le contour sculptural du visage, les beaux yeux et le nez grec de son adolescence. Grâce à cela, au fard blanc, au rouge, à la perruque, aux fausses dents et à la fausse tournure, et tout autant grâce aux plus habiles modistes de Paris, elle parvenait à garder un rang respectable parmi les beautés un peu passées de la capitale française. Dans cette mesure, on pouvait en vérité la considérer à peu près comme l'égale de la célèbre Ninon de l'Enclos. Elle était immensément riche et restée pour la seconde fois veuve sans enfant. Elle s'était souvenue de mon existence en Amérique et dans l'intention de faire de moi son héritier, était venue visiter les États-Unis en compagnie d'une parente éloignée de son second mari, une extrêmement jolie femme, Madame Stéphanie Lalande. À l'opéra, l'attention de mon arrière-arrière-grand-mère fut attirée par ma curiosité. Et en m'observant à l'aide de son face-à-main, elle avait été frappée par un certain air de famille que j'avais avec elle. Ainsi, intéressée et sachant que l'héritier qu'elle recherchait était alors en ville, elle se renseigna auprès de son compagnon à mon sujet. Le monsieur qui l'accompagnait connaissait ma personne et il lui dit qui j'étais. L'information ainsi obtenue la poussa à renouveler son examen. Et ce fut cet examen qui m'enhardit au point que je me conduisis de la manière absurde que j'ai déjà décrite. Elle me rendit mon salut, cependant, avec l'impression que, par quelque hasard étrange, j'avais découvert son identité. Lorsque, trompé par le défaut de ma vue et par les artifices de la toilette à propos de l'âge et des charmes de la dame étrangère, je demandai avec tant d'enthousiasme à Talbot qui elle était, il pensa que je voulais parler de la beauté la plus jeune, de toute évidence, et m'apprit ainsi en toute vérité que c'était la célèbre veuve Madame Lalande. Dans la rue, le lendemain matin, mon arrière-arrière-grand-mère rencontra Talbot, une de ses vieilles relations de Paris, et la conversation tout naturellement tomba sur moi. Le défaut de ma vue fut alors expliqué, car il était notoire, encore que je fusse tout à fait ignorant de cette notoriété. Et ma bonne vieille parente découvrit, à son grand dépit, qu'elle avait fait erreur, en me croyant avertie de son identité, et que je m'étais tout simplement conduit, comme un sot, en faisant ouvertement la cour dans un théâtre à une vieille femme inconnue. Pour me punir de cette imprudence, elle monta un complot avec Talbot. Il resta volontairement hors de ma vue pour ne pas avoir à me donner la lettre d'introduction. Mes questions dans la rue à propos de la jolie veuve Madame Lalande étaient censées se référer à la dame la plus jeune, bien sûr. Et ainsi, la conversation avec les trois messieurs que je rencontrais peu après avoir quitté l'hôtel de Talbot peut s'expliquer facilement, de même que leur allusion à Ninon de l'Enclos. Je n'eus aucune occasion de voir Madame Lalande, de près, à la lumière du jour, et à sa soirée musicale. Ma ridicule faiblesse de refuser l'aide des lunettes m'empêcha tout à fait de découvrir son âge. Quand on demanda à Madame Lalande de chanter, c'était à la jeune qu'on s'adressait, et ce fut elle qui se leva pour répondre à la demande. Mon arrière-arrière-grand-mère, pour pousser encore plus loin la duperie, se leva au même moment et l'accompagna jusqu'au piano dans le salon principal. Si j'avais décidé de l'escorter jusque-là, elle avait l'intention de suggérer qu'il était plus convenable pour moi de rester où j'étais. Mais ma propre prudence rendit cela inutile. Les airs que j'avais tant admirés et qui renforcèrent tellement mon impression sur la jeunesse de ma bien-aimée furent exécutés par Madame Stéphanie Lalande.
Le face à main fut offert pour ajouter le blâme à la mystification, une façon d'aiguiser l'épigramme de la duperie. Ce don fournit l'occasion du sermon sur l'affectation qui m'avait si particulièrement édifié. Il est presque superflu d'ajouter que les vers de l'instrument porté par la vieille dame avaient été échangés par elle contre une paire mieux adaptée à mon âge. Il m'allait en fait à la perfection. Le pasteur, qui fit seulement semblant de nouer le lien fatal, était un joyeux compagnon de Talbot, et non un prêtre. C'était par contre un excellent conducteur, et après avoir ôté sa soutane pour enfiler une capote, il conduisit le fiacre qui emportait l'heureux couple hors de la ville. Talbot avait pris place à son côté. Les deux coquins étaient donc là pour le bouquet final, et par une fenêtre entr'ouverte du salon arrière de l'auberge, ils s'amusaient en ricanant du dénouement du drame. Je crois que je serais forcé de les provoquer tous les deux en duel. Néanmoins, je ne suis pas le mari de mon arrière-arrière-grand-mère, et c'est une pensée qui m'apporte un soulagement infini. Mais je suis le mari de Madame Lalande, de Madame Stéphanie Lalande, avec qui ma bonne vieille parente, après avoir fait de moi son seul héritier lorsqu'elle mourra, si jamais cela lui arrive, s'est donné la peine de combiner une alliance. En conclusion, j'en ai fini à jamais avec les billets doux, et on ne me rencontre jamais plus sans lunettes.